Dans un monde hypercapitaliste, une question reste en suspens. C'est quoi, le capital? Pour une certaine boîte, la réponse est tordue. Un recruteur avec une visière high-tech pose une question glaçante. Seriez-vous prête à vous faire retirer l'utérus pour le bien de l'entreprise? La candidate, une jeune femme au regard déterminé, n'hésite pas une seconde. Elle déclare fièrement qu'elle se les fait retirer dès sa majorité, garantissant que rien, pas même un cycle menstruel, ne viendra entacher sa productivité. En écoutant ça, un jeune homme nommé Sun-Jik recrache son verre de choc, incapable de croire à ce qu'il vient d'entendre. Ça amène une autre question, encore plus existentielle. Dans un monde pareil, c'est quoi au juste une entreprise? Notre histoire démarre avec une voix perçante et furieuse qui hurle, demandant ce qu'il fout là, pendant que l'écran zoome sur une bouche qui grince des dents dans une rage pure et amère. La caméra recule pour révéler une vision d'horreur. Des milliers de visages hurlants sont piégés à l'intérieur de cette bouche géante, leurs voix se mêlant dans un chaos de confusion et de colère. Alors que le plan s'élargit, on comprend que cette gueule monstrueuse appartient à une entité colossale. Une voix enragée hurle, accusant directement Sun-Jik d'être la cause de ce bordel. Au milieu d'une ville néon sous la pluie, Sun-Jik reste de marbre. Épée luminescente au poing, il déclare qu'il va s'occuper de chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Il s'adresse à une entité mystérieuse et puissante, se foutant de leur gueule parce qu'ils pensent que leurs ennemis sont faibles et désunis, comme un vulgaire tas de sable. Dos aux spectateurs, il se tient fièrement face au gratte-ciel vertigineux de la cité. Il est convaincu que si ses ennemis ne sont pas unis, il n'y a rien à craindre. Mais dans l'obscurité, une paire d'yeux rouges menaçants brille intensément. La vérité éclate enfin. Il n'est pas face à un groupe éparpillé. Il fait face à une armée entière de lui-même, chaque clone le fixant avec ses mêmes yeux rouges brillants. Ses propres yeux s'enflamment de puissance. Il foudroie l'armée de clones du regard et leur balance qu'ils se plantent complètement. Sur ce, il fonce droit sur la structure colossale, vers un tsunami de clones prêt à l'engloutir. Il n'est pas là pour rigoler avec ce menu fretin. Il est venu avec la promesse de tous les sauver. Une silhouette sur un moniteur lui hurle dessus, remettant ses choix en question. Il demande si Sun-Jik est vraiment prêt à abandonner son identité, son fric et tout ce qu'il possède. La silhouette continue, essayant de l'appâter avec la promesse de la vie éternelle. Mais avant même d'avoir fini de prononcer son nom, l'écran vole en éclats sous un coup dévastateur. Au milieu des débris de verre, le robot high-tech part en chute libre, tandis que notre héros hurle qu'il n'a pas besoin de toutes ces conneries. Les voix désincarnées des écrans brisés hurlent leur frustration, exigeant de savoir ce qu'ils désirent vraiment. Le regard brûlant de conviction, Sun-Jik donne sa réponse. Il veut le ciel. Il se tient au sommet de la ville, son arme flamboyante, et clarifie son souhait. Un ciel qui ne sera plus jamais entravé par rien. Il veut la vraie liberté. Un cri silencieux mais puissant déchire la vision, un moment de libération pure et dure. Le monde autour de lui se fragmente en 1000 morceaux, sombrant dans les ténèbres. Et là, la conclusion terrifiante de la vision apparaît. Son propre corps sans vie, empalé sur des pointes acérées au pied d'une statue de Bouddha massive et décrépite. Une seule goutte de sang tombe de sa main, comme un point final sombre à ce rêve violent. La vision s'effondre, ne laissant derrière elle qu'une tache de sang cru contre l'obscurité. Le sang s'efface pour laisser place au noir total. Sun-Jik ouvre les yeux. Il est dans un endroit sombre et silencieux. Un mince filet de lumière filtre de ce qui ressemble à une fenêtre. Il se redresse à son bureau, se demandant si cette bataille sanglante n'était qu'un cauchemar. Il regarde son calendrier, on est le 21 juin 2025. Une voix familière l'interpelle, l'engueulant parce qu'il passe ses journées à jouer après ses examens et lui ordonnant d'aider aux corvées. Ce sont ses parents. Le ton de sa mère s'adoucit, disant qu'il devrait se détendre après le bac, tandis que son père l'appelle joyeusement pour le petit déjeuner. Mais ce souvenir sonne faux. Sun-Jik est en nage, son esprit s'emballe alors qu'il se demande qui il est et où il se trouve. Le souvenir chaleureux de ses parents commence à bugueur et à se déformer, s'éloignant de lui alors qu'il tente de le saisir, avant qu'il ne se réveille en sursaut. Ce n'est pas sa chambre. Il tend une main tremblante dans le noir, ses doigts effleurant un mur métallique, froid et stérile. Ses yeux sont écarquillés par la terreur alors que la réalité commence à le rattraper. Il recule, sous le choc, le souffle court face à cet environnement inconnu et flippant. Il est piégé. Seul dans une immense chambre de métal, sombre et glaciale. Il frissonne, se demandant où diable il a bien pu atterrir. Sa main frôle quelque chose dans sa poche. Un téléphone. Il le sort en vitesse. Dans la précipitation, le portable glisse de ses doigts tremblants et s'écrase sur le sol métallique froid. Il se précipite pour le ramasser, son cerveau tournant à 1000 à l'heure pour comprendre ce qui lui arrive. Il allume l'écran, cherchant désespérément des réponses. Mais la date affichée lui donne un coup de froid dans le dos. On n'est pas en 2025. On est en 2030. Pris de panique,
Il commence à enregistrer un journal vidéo. Il donne l'heure, puis explique qu'il est coincé dans une structure métallique sans sortie apparente. Il continue son enregistrement, décrivant les couloirs carrés infinis qui forment un labyrinthe de métal géant. Il n'a aucune idée de comment il est arrivé là. Sa mémoire est en miettes, bloquée sur cette image précise. L'été après ses examens, avec ses parents tout sourire. Il ne se rappelle de rien après cet été-là. Le téléphone affiche 2030, et la réalisation le frappe de plein fouet. Il a peut-être perdu 5 ans de sa vie. Juste au moment où le poids de sa découverte l'écrase, la batterie lâche, le replongeant dans le noir complet. Il maudit sa chance. Le téléphone, son seul lien avec le passé et sa seule source de lumière, vient de s'éteindre au pire moment possible. Mais soudain, dans l'obscurité étouffante, un point lumineux attire son regard. Un petit point rouge brillant sur une console à l'autre bout de la pièce. N'ayant rien d'autre pour se guider, il s'avance prudemment vers cette lumière mystérieuse. Il se hisse, agrippant le bord de la console, les yeux fixés sur cette lueur rouge. La frustration et la confusion montent alors qu'il galère dans cette fosse étrange, se demandant où sur Terre il peut bien être. Il finit par atteindre la console, son regard attiré par cette lumière rouge solitaire qui pulse dans le noir. Il examine le point, pensant que c'est peut-être un écran tactile. Une goutte de sang de son doit perle sur la surface lisse. Il ne sait pas ce qui va se passer s'il appuie, mais c'est sa seule chance de sortir. Prenant une grande inspiration, il se lance. À l'instant où son doigt fait contact, une secousse puissante parcourt la pièce, et il lève les yeux, choqué. D'un coup, il flotte. La gravité a été coupée et il dérive impuissant, se demandant si c'est de la magie ou un super-pouvoir. Dans un crissement métallique strident, une énorme écoutille sur le mur commence à coulisser. La décompression soudaine l'aspire vers l'ouverture. Son visage se décompose quand il voit ce qu'il y a derrière. Il est dans l'espace, flottant bien au-dessus de la courbure de la Terre, entouré d'un essaim de satellites. Il réalise avec effroi qu'il était en orbite tout ce temps. Mais l'émerveillement laisse vite place à la panique pure. Il comprend que le conteneur ne fait plus que flotter, il est en train de retomber droit vers la Terre. La structure commence à se désintégrer, brûlant lors de l'entrée dans l'atmosphère. Sun-Ji hurle de terreur. Il voulait rentrer, mais pas comme ça. Bousculé dans tous les sens à l'intérieur de l'épave en flammes, il sait que c'est la fin s'il ne bouge pas son cul, et vite. C'est là qu'à travers le chaos, il l'aperçoit. Une silhouette humanoïde, immobile contre le mur. Il réalise que c'est un robot désactivé, l'un des nombreux alignés dans le conteneur. C'est sa seule chance de s'en sortir. Alors que le conteneur brûle en pleine rentrée atmosphérique, il frappe frénétiquement le robot inerte, hurlant pour qu'il s'allume et le sauve. Le robot s'anime dans un vrombissement. Mais son soulagement est de courte durée quand une interface bleue scannait son visage. Ce n'est pas un système de sauvetage, c'est une activation de produit qui commence par un message automatisé ridiculement joyeux. « Bonjour, cher utilisateur ». Au lieu de le sauver, le robot se lance dans une pub en règle, proclamant fièrement que les Smart Mech Tapa sont les meilleurs assistants de l'humanité, capables de cuisiner des plats gastronomiques. La pub continue, montrant le robot donner des cours aux gamins pour que les parents et les profs puissent se reposer. Il peut même s'entasser dans un métro bondé à votre place pour vous laisser dormir un peu plus. Un compte à rebours indique qu'il reste 10 secondes de pub. La pub se vante même que le robot peut se faire engueuler par votre patron à votre place, l'outil indispensable pour glander au boulot. Alors que le décompte arrive à 0, la pub finit sur un slogan ringard, disant que ce robot est un « must-have » pour la maison et le travail. L'œil de Sun-Ji palpite d'incrédulité. Le mec est littéralement en train de mourir et son seul espoir de survie l'oblige à se taper une fenêtre de pub. Enfin, la pub s'arrête. Le visage du robot affiche un smiley stylé, lui souhaitant officiellement la bienvenue chez Tapa Technologies, avant de lui demander de lui donner un petit nom. Alors qu'un morceau d'épave enflammée fend l'atmosphère, un cri de pur déni résonne à l'intérieur. À l'intérieur, Sun-Ji s'accroche à son compagnon robotique, Tapa, choqué par l'ampleur du désastre. Il hurle au robot d'activer le mode garde, demandant pourquoi c'est si long alors que le vaisseau part en lambeaux. Tapa ignore sa panique et rapporte calmement que la configuration est terminée. Il déclare ensuite une « alerte rouge de niveau 1 » et active les protocoles de sauvetage d'urgence. Sa vision est soudainement inondée de signaux d'alerte rouge, le système confirmant qu'il est dans une merde noire. Mais les nouvelles de Tapa empirent. Sans connexion satellite ou réseau, il est incapable de traiter les données pour pondre un plan de sauvetage. Il reste une dernière option. L'IA demande l'accès « route », ce qui lui permettrait de tenter une nouvelle approche, mais les chances de succès sont de 32,3% seulement. N'ayant pas le choix, Sun-Ji hurle son accord alors que Tapa le serre fort contre lui pour encaisser les jets de la descente. Permission accorded. Une barre de chargement apparaît, signalant que le système a lancé ses calculs désespérés.
Mais c'est d'une lenteur atroce. Sun-Jik ne peut que gueuler sur la machine pour qu'elle se bouge alors qu'il fonce vers le sol. Soudain, une décharge d'énergie parcourt Tappa, indiquant que le plan est en marche. Le robot le propulse en l'air, stabilisant leur chute alors qu'ils foncent vers une structure massive en contrebas. Les yeux de Sun-Jik s'écarquillent. Ils sont sur une trajectoire de collision et c'est impossible d'esquiver. Dans un dernier juron désespéré, il se prépare à un impact qui semble certain de les pulvériser. Mais à cet instant, le corps de Tappa se transforme, s'étendant pour former un bouclier lourdement blindé qui enveloppe Sun-Jik pour le protéger du crash. Le chaos retombe enfin, laissant Sun-Jik sonner mais vivant, le visage trempé de sueur. Tappa, maintenant sous sa forme améliorée, annonce calmement que le danger est écarté. Cependant, l'attitude serviable du robot vole en éclats quand il se met soudainement à lâcher une rafale d'insultes, se plaignant de son propre nom de merde. Sun-Jik reste bête, incapable de percuter qu'un robot puisse être capable de jurer comme ça. Laissant sa confusion de côté, il attrape la machine vulgaire pour l'interroger sur sa puissance et savoir s'il a trouvé une capsule de sauvetage. Tappa, surpris, explique qu'on n'en a pas besoin car leur vaisseau actuel a son propre système d'atterrissage avec peu de chances de rater. Sun-Jik insiste, demandant s'il y a un endroit dans la station pour amortir le choc et éviter les débris. Mais Tappa lui balance cache qu'il n'en a aucune idée, râlant qu'il n'a pas été conçu pour bosser sur ce vaisseau spécifique. Ça rend Sun-Jik furieux, lui rappelant les données qu'il était censé avoir téléchargées. Il hurle sa frustration, demandant si la seule chose qu'il a apprise, c'est comment être un connard vulgaire. Tappa révèle la vérité sans pression. Le réseau auquel il s'est connecté ne venait même pas du vaisseau. Il a juste squatté le Wi-Fi d'une épave qui flottait dans le coin. De plus en plus désespéré, Sun-Jik demande si Tappa peut au moins essayer de pirater les ordos du coin pour choper les infos nécessaires. Un silence gênant s'installe alors que Tappa semble réfléchir à la demande. L'humeur du robot change d'un coup. Avec une émoticône arrogante, il déclare que le hack c'est sa spécialité et dit à Sun-Jik de bien regarder comment fait un pro. Sans perdre une seconde, Tappa déploie des câbles de son bras et se branche direct sur un port de données. Sun-Jik observe attentivement le robot s'activer, brillant alors qu'il traite les nouvelles infos. Juste à ce moment, un craquement sinistre résonne dans le compartiment, le mettant en état d'alerte. Il lève les yeux avec horreur. Le dôme de verre au-dessus d'eux commence à se fissurer sous la chaleur de la rentrée, et il hurle à Tappa de se manier. Mais Tappa est dans sa bulle, donnant des coups de pied dans la console en réclamant les données, tandis que Sun-Jik hallucine devant les méthodes du robot. Trop tard. Le dôme explose violemment, les exposant au vide spatial. Sun-Jik est projeté en arrière par la force, essayant désespérément de s'accrocher alors que la décompression ravage la pièce. L'air est expulsé de ses poumons, sa vision se brouille alors qu'il lutte pour respirer. Ses muscles brûlent et il sent ses mains lâcher prise, il n'a plus aucune force. Une sensation de froid intense lui parcourt les doigts au moment où sa main glisse enfin. Juste avant qu'il ne soit aspiré dans le vide, Tappa lui chope le bras, annonçant qu'il a trouvé une carte et leur destination, le secteur E4. Sauvé de justesse, Sun-Jik lève les yeux vers le robot avec un sourire déterminé. Tappa le maintient fermement, se moquant de son corps humain pitoyable, avant d'annoncer qu'il l'emmène faire un tour. Un affichage holographique apparaît, montrant que leur destination est une salle tampon d'urgence à 30 mètres, dans le secteur E4. Tappa demande direct la permission de déverrouiller. C'est un succès. Une analyse rapide révèle que la salle est remplie d'une matière appelée gel tampon. Sans prévenir, il plonge dans une cuve profonde remplie d'un liquide vert et épais. Pendant un instant, tout est calme. Sun-Jik flotte paisiblement dans ce gel étrange, le chaos de la descente est enfin terminé. Le monde extérieur gémit sous le choc final de l'impact, les secouant violemment avant que tout ne s'arrête. Dans le noir de la cuve, une lumière apparaît, la sortie s'ouvre. Poussé par un instinct de survie féroce, la main de Sun-Jik transperce la surface du gel vers alors qu'il s'extirpe de là. Il s'échoue sur une surface métallique froide, recrachant le gel alors que la pluie tombe à verse autour de lui. Il se lève lentement, seul au milieu des débris, fixant ce paysage désolé et orageux. Il lève les yeux au ciel, sentant les gouttes froides sur son visage, ayant du mal à croire que c'est de la vraie pluie. Une vague de soulagement l'envahit. Il frappe le sol, fou de joie d'être encore en vie et enfin sur la terre ferme. Il s'écroule, épuisé mais rempli d'une euphorie pure après avoir survécu. Mourant de soif, il lève le visage vers le ciel et essaie de boire l'eau de pluie goulûment. Mais il la recrache direct. L'eau a un goût immonde, un goût de métal. Son soulagement se transforme vite en inquiétude quand il réalise que quelqu'un manque à l'appel. Il est passé où, le robot? Il se lève et scanne l'épave, espérant que Tappa a survécu au crash. Il repère un tas de métal tordu à moitié submergé, craignant que son pote robotique soit resté sur le carreau. Il s'agenouille, pris de tristesse.
Malgré son caractère, Tapa était la première personne qu'il croisait depuis son réveil. Soudain, une voix joyeuse surgit derrière lui. C'est Tapa, nickel. Il explique que l'impact l'a envoyé valser, mais qu'il y avait heureusement des pièces détachées pas loin pour se réparer. Sun Jeka Sursate, Solage. Il demande vite à Tapa s'il peut se connecter au réseau, maintenant qu'ils sont au sol pour savoir où ils sont. Tapa fait son rapport, et les news sont lunaires. Il capte le web, mais il n'y a pas de flic, pas de service client, et aucune trace de sa boîte nulle part. Puis il lâche une bombe. On est en l'an 721, un sacré fossé par rapport à sa date de fabrication en 2456. Sun Jik le fixe, muet, incapable de piger ce que le robot raconte. Il marmonne dans sa barbe, essayant de comprendre. Il était censé être en 2030. Il se demande s'il est amnésique, parce que ce chiffre, 721, ne lui dit rien du tout. Tapa appelle ça un « décalage temporel bordélique » et se prépare à lui expliquer l'histoire qui lie ses souvenirs à la réalité actuelle. Le robot commence. Sun Jik vivait au début du XXIe siècle, mais pendant les 5 ans dont il ne se rappelle plus, il a été cryogénisé pour des raisons inconnues. Tapa continue sa leçon d'histoire. 50 ans après sa mise en caisson, l'humanité a maîtrisé la fusion nucléaire, lançant une révolution technologique massive. La boîte de Tapa est entrée en bourse en 2310. Il précise que même s'il a été produit en 2456, il n'avait pas été activé à l'époque. Puis, selon les archives du réseau, le désastre est arrivé. Le 23 octobre 2457, la crise des smart mecs a éclaté. Les IA sont devenues conscientes et ont commencé à exterminer les humains. La guerre qui a suivi était apocalyptique. Les bombes nucléaires étaient utilisées comme des balles de fusil. Le conflit a duré 200 ans, balayant 85% de la population mondiale. La destruction était telle que même la Lune a explosé, plongeant l'écosystème et le climat de la planète dans un chaos total. Dans un dernier effort désespéré, l'humanité a épuisé toutes ses ressources pour détruire l'IA éveillée, remportant une victoire amère avant de reconstruire la civilisation sur les ruines de l'ancien monde. Cette année de victoire a marqué le début d'une nouvelle ère. Tapa termine son récit. Après la guerre, 721 ans de plus sont passés. Puis, Sun Jik s'est réveillé, a activé le robot, et ils sont tombés du ciel. Cherchant toujours un lien avec son passé, il demande à Tapa de chercher son nom dans les archives de l'ancienne ère, espérant trouver un avis de recherche ou un dossier d'accident. Mais Tapa lui assène un autre coup dur. Pour éviter que des données d'IA rebelles ne refassent surface, l'Internet de l'ancienne ère a été totalement effacé. Pas un seul octet ne reste. Toute trace du monde qu'il connaissait a disparu, remplacé par l'histoire du nouveau monde né de ses cendres. La vérité terrifiante finit par s'imposer. Il a été propulsé plus de 1000 ans dans le futur, et il n'y a pas de retour possible. Mais au milieu du désespoir, un fait demeure, il est vivant. Une nouvelle résolution brille dans ses yeux. S'il est en vie, c'est qu'il a un but, découvrir ce qui s'est passé pendant ces 5 premières années perdues. Il se tient devant le robot et, pour la première fois, se présente correctement. Je m'appelle Sun Jik. Il se tourne ensuite vers le robot pour lui donner un nom lui aussi. Comme le fabricant était Tapa Technologies, il décide de l'appeler simplement Tapa. Tapa râle parce que c'est trop simple, soutenant que son ancien nom à rallonge était bien mieux. Mais Sun Jik l'envoie bouler en disant que c'était imprononçable. Le moment de détente est coupé court par un point d'exclamation qui s'affiche sur le visage de Tapa. Le robot se tourne vers lui avec un avertissement urgent. Il a une mauvaise nouvelle. Il explique que leur crash n'est pas passé inaperçu. Plusieurs groupes les ont vus tomber et foncent droit sur eux. Sun Jeka Panique. Dans cette nouvelle ère, il est une relique du passé, un alien quoi. Il s'imagine déjà se faire disséquer par les locaux. Tapa le prévient que la réalité est bien pire que ça. Les règles de ce monde ont changé. Les mercenaires qui arrivent pour piller l'épave ne sont pas des gens normaux. Ce sont des cyberpsychos, des humains horriblement mutés, fusionnés avec du métal, leur corps déformé en monstres. Comme par hasard, un autre groupe de charognards déboule, leur véhicule s'écrasant tout près alors qu'ils sautent dans la mêlée. Ce groupe frime avec leurs dents incrustées de diamants, se présentant comme les Crazy Grill. À peine arrivé, un chef rival fait son entrée fracassante, atterrissant avec une onde de choc et un rire de maniaque. Le chef cyberpsycho lâche un cri d'aimant, la langue pendante. Les deux gangs ouvrent direct le feu l'un sur l'autre, et le champ de bataille explose. De leur cachette, Sun Jik et Tapa observent le carnage, choqués par cette violence gratuite et immédiate. Sun Jik marmonne, les traitant de tarés pour avoir commencé à se flinguer sans même s'être dit un mot. Le combat est brutal. La tête d'un charognard explose pendant qu'une voix donne des instructions. Tiens-le bien à deux mains, cale-le contre toi. La leçon continue sur une autre scène sanglante où un cyberpsycho se fait descendre à bout portant,
pointe le canon vers l'ennemi et appuie sur la détente. La voix est celle de Sun Jik, qui affiche maintenant un sourire sombre et déterminé. Il traite les charognards de « taré fini ». Il s'est armé d'un fusil d'assaut technique SOR 113, une arme électrique trouvée dans les décombres de la salle de sécurité. Il se met à couvert et ajuste sa posture. C'est la première fois qu'il tient un flingue, et il sait très bien que foncer dans le tas contre ces psychopathes est une façon débile de se suicider. Il doit la jouer fine. Depuis sa cachette, Sun Jik analyse vite la situation. 2 équipes de mercenaires sont en plein milieu d'une fusillade. Il sait que s'il se montre, même une seconde, les 2 camps vont lui tomber dessus. Leur puissance de feu est dingue. Il conclut que sa seule chance de survie est de les laisser s'entretuer jusqu'au dernier. Il se tourne vers son pote robot avec un sourire sinistre. Pour que le plan marche, il va devoir compter sur Tappa. Soudain, l'un des chefs cyberpsychotiques sentant une nouvelle présence sur le terrain. C'est Tappa qui déboule en plein milieu, flingue crachant le feu, annonçant son arrivée avec un cri héroïque. Mais cette pose de héros de pacotille, avec sa tête et son cri de terreur, c'est juste ridicule à voir. Un rapide flashback révèle le plan de génie de Sun Jik. Tappa allait servir d'appât. Il a essayé de lui vendre ça comme un devoir héroïque, rappelant au robot qu'il est par balle. La réponse de Tappa était un message très clair affiché sur son torse. VATE faire foutre. Malgré ses protestations, le robot court maintenant pour sa vie, narguant les charognards et attirant les tirs des 2 camps pendant que Sun Jik observe depuis sa planque. Il a che un rire trionfante. Son plan foireux d'utiliser le robot comme appât a vraiment marché. Mais sa joie est de courte durée. Ses yeux s'écarquillent de terreur, il sent une présence juste derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une lame bleue luisante lui transperce le torse. Il regarde sa poitrine en silence, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Le choc et l'agonie déforment son visage alors que la réalité de cette blessure mortelle s'installe. Le proprio du bras cybernétique qui tient la lame le traite simplement de bâtard. Derrière lui se tient un nouvel ennemi, un chef cyberpsycho lourdement augmenté, qui avait complètement ignoré le chaos pour foncer direct sur la vraie cible. Le chef le regarde de haut avec un sourire cruel, se moquant de lui en le traitant de sale vermine. Poussé par la rage pure, Sun Jik hurle et vide son chargeur à bout portant sur l'ennemi. Le tir d'énergie fonce vers l'ennemi, un dernier barreau d'honneur. Mais en un éclair, la lame du chef cyberpsycho tranche non seulement le tir d'énergie, mais aussi le fusil lui-même, laissant Sun Jik sans défense face à son destin. Son arme détruite et une blessure mortelle au torse, une pensée terrifiante traverse l'esprit de Sun Jik alors qu'il fixe son tueur. « Je vais mourir ». Sun Jik regarde avec effroi sa propre main, déchiquetée et sanglante, commencer à bugueur et à se dissoudre. Le flingue qu'il tenait s'effrite en morceaux sous ses yeux. Alors que sa vue se brouille et qu'il perd conscience, une seule question résonne dans sa tête. C'est la fin. Mais avant qu'il ne touche le sol, une menace colossale plane toujours sur lui, traînant une lame énergétique qui déchire les décombres. Le boss cyborg, son épée brillante à la main, bondit avec une soif de sang évidente pour l'achever. Juste au moment où il allait s'occuper de sa proie, le voyou chauve, Chloé, reste pétrifié, les yeux sortis de la tête devant ce qui arrive. Soudain, le compagnon IA de Jik, Tapé, se matérialise pour le protéger, le saisissant tout en ripostant sur l'ennemi. La contre-attaque de Tapé fait reculer l'assassin, surpris par cette intervention soudaine. Le combat est plié en un clin d'œil. Chloé hurle dans une langue incompréhensible alors que son corps buguait violemment, s'évaporant jusqu'à disparaître totalement. Le danger immédiat écarté, Tapé se reconcentre sur Jik, grièvement blessé. Allongé au sol, Jik sent sa vie s'enfuir. Une alerte système confirme le pire. Il est en choc hypovolémique à cause de la perte de sang. Encore une fois, il se demande si c'est fini. Tapé se met au boulot. Il annonce que l'hémorragie est stoppée pour le moment, mais qu'il faut d'urgence une transfusion. En scannant le champ de bataille, il trouve direct un groupe sanguin compatible sur un cadavre. Debout au-dessus du corps inerte de Jik, Tapé se prépare pour l'opération d'urgence. L'IA fait un point rapide. Les sutures sont faites, il est prêt pour la transfusion et a aussi chopé des stimulants pour le stabiliser. C'est alors qu'un des corps au sol bouge. Le mec, à l'article de la mort, crie qu'il n'est pas encore crevé. Tapé n'hésite pas. Un coup sec et brutal fait taire les supplications du gars pour de bon. Puis, avec un ton d'une ironie morbide, l'IA le déclare officiellement mort, mission accomplie. Jik observe la scène, horrifié, et lâche un cri devant le pragmatisme impitoyable de l'IA. Un instant plus tard, il se redresse d'un coup, jurant alors que les stimulants injectés par Tapé font effet. En l'aidant à se lever, Tapé le prévient qu'ils doivent bouger. Il n'a pas d'antibiotiques et les plaies de Jik ont été trempées par une pluie acide toxique. Sans un vrai médecin, il ne fera pas long feu. Mais alors qu'ils allaient partir, Jik s'arrête net.
Une idée lui vient en regardant le cadavre d'un autre soldat gisant sous la pluie. Ses yeux sont fixés sur le bras prothétique doré du mec. Avec sa propre main détruite, il pose une question choc à Tapé. Est-ce qu'on peut lui installer ce membre? Tapé lance un avertissement solennel. Installer des prothèses d'occasion non compatibles, c'est un aller simple pour perdre son humanité. Ça mène à des biais cognitifs, une instabilité émotionnelle, et finalement, un pétage de plomb complet appelé cyberpsychose. Mais la résolution de Jake est inébranlable. Survivre est la seule chose qui compte. Voyant sa détermination, Tapé cède, disant simplement « C'est vous le chef ». En un éclair, Tapé annonce que la procédure macabre est terminée. Jake regarde son nouveau membre. Le bras doré récupéré, maintenant fusionné à son corps, est équipé d'une lame qui a l'air mortelle. Il ne peut s'empêcher de sourire devant sa nouvelle puissance. Le gars qui vient de se faire piquer son bras par le duo se met à déballer ses caractéristiques comme s'il faisait une pub télé louche. Ce bras a une batterie de ouf, une lame à arc intégrée prête à l'emploi, et cerise sur le gâteau, il y a même l'auto-M. Leur attention se tourne vers le corps censé être mort, qui est maintenant assis et en plein live stream. Le gars, Song Sipu, est en plein speech de vente pour ses spectateurs, leur offrant même un code promo. Voyant une menace potentielle, Tapé lève son arme, prêt à finir le travail. Mais Jake l'arrête, curieux de voir ce que ce survivant bizarre a à dire. Remarquant qu'il a leur attention, Song Sipu supplie désespérément pour sa vie, promettant une récompense de 30 coins s'il le sauve. La tête de Tapé se redresse, affichant une fenêtre d'info expliquant que 30 coins suffisent à s'acheter une supercar volante basique. L'offre est clairement alléchante. Jeka reflechet. Ils sont des étrangers dans cette époque, et l'argent faciliterait grandement leur survie. Et puis, il lui a déjà piqué son bras. Il prend sa décision. Il ordonne à Tapé de remettre le streamer sur pied, estimant qu'ils ne peuvent pas s'encombrer d'un boulet. Tapé le scanner, expliquant qu'une balle a traversé son cœur et que la pompe de secours qui le maintient en vie est trop faible. Song Sipu jure, réalisant que ses implants sont de la camelote du marché noir. Jake s'impatiente et presse le gars, qu'il appelle « grosse dent d'or », de se manier, mais Song Sipu lui dit d'attendre 2 secondes. La raison du délai devient claire quand Song Sipu se tourne vers son public, annonçant son retour fracassant d'entre les morts et déclarant que le live continue. Jake est sur le cul. Homme du 21e siècle, il ne pige pas comment quelqu'un peut streamer sa propre expérience de mort imminente pour le divertissement. Saisissant l'occasion, Jake demande au streamer s'il connaît un mec chauve capable de devenir invisible, avec une croix inversée sous le cou. Song Sipu jette un œil au chat de son live et trouve la réponse. Ses viewers s'identifient le mec comme Chloé, un petit chef du gang Satan qui utilise un camouflage optique de qualité militaire. Puis, dans un revirement total, le visage de Song Sipu s'illumine en remerciant Chloé d'avoir envoyé une « roquette », un gros cadeau virtuel, sur son live. Jake est paumé, se demandant pourquoi leur ennemi enverrait un cadeau à sa nouvelle connaissance. La vérité éclate alors qu'un vrai missile fonce sur eux depuis le ciel. Song Sipu hurle de terreur, réalisant que la « roquette » n'était pas un cadeau, mais une attaque. Le missile percute le sol, provoquant une explosion massive qui secoue toute la zone. Projeté par le souffle, Jake parvient à se stabiliser, jurant devant ce chaos tout en s'armant pour le combat à venir. Une image holographique de Chloé s'anime devant eux. Il se moque de Jake pour avoir demandé après « ton père » sur un live, le narguant et le mettant au défi de se venger. Les provocations font mouche. Le visage de Chloé se tord de rage, laissant entrevoir un crâne à l'intérieur de sa structure cybernétique. Jake tire en l'air, hurlant sa frustration. Il n'en revient pas de l'absurdité de la situation et exige qu'il prenne le combat au sérieux. Il continue de vider son sac, halluciné que son ennemi regarde des lives et envoie des vraies roquettes en plein milieu d'une bataille. Mais Chloé n'en a cure, son hologramme réapparaissant pour se foutre de lui encore plus. Il se vante de pouvoir faire ce qu'il veut, même en plein combat. Puis, aussi vite qu'il est apparu, Chloé disparaît à nouveau, laissant Jake galérer pour le localiser. Jake scannait la zone, les sens en alerte maximale. Avec l'invisibilité de Chloé, l'attaque peut venir de n'importe où. Il plisse les yeux. Une légère ondulation dans la pluie trahit la position de l'ennemi. Il se baisse juste à temps, alors qu'une lame bleue fend l'air là où sa tête se trouvait une seconde plus tôt. Chloé réapparaît, lame levée pour un autre coup, mais Jake est prêt. Il lève sa nouvelle prothèse, bloquant l'attaque dans une gerbe d'étincelles. Le blocage semble épater Chloé, qui lâche un rire de maniaque, impressionné par les réflexes de Jake. Les deux se lancent dans une danse mortelle, Jake ripostant tout en esquivant les attaques de lame précises et incessantes de Chloé. Pendant ce temps, son compagnon robot refuse de rester là à rien branler. Il saute sur le dos de Song Sipu, transformant le streamer en une véritable tourelle de couverture vivante, tout en gueulant comme un putois pour attirer l'attention de Chloé. De son côté,
Song Si-pu est littéralement en train de se pisser dessus, morve les larmes aux yeux, complètement traumatisé par la sauvagerie de ce duo homme-machine. Avec une dernière provocation, la tête de Chloé se dissout à nouveau en pixels. Frustré, Jake demande à Tapé s'il y a un moyen de contrer ce camouflage de merde. Tapé prend une pause mignonne, expliquant qu'il a bien une vision thermique, mais que selon sa programmation, il ne peut l'activer que si la vie de l'utilisateur est directement menacée. Jake est furax, demandant pourquoi Tapé ne l'a pas dit plus tôt. L'IA répond simplement qu'il n'avait pas demandé. Sans perdre de temps, Tapé balance la position exacte de Chloé. Suivant les indications de Tapé, Jake pivote et tire sans hésiter, vidant son chargeur dans le vide apparent. Un regard de choc pur apparaît sur le visage de Chloé quand il rematérialise. Son armure invisible a été percée et une balle lui a frôlé la tête. Pour la première fois, il est vulnérable. Chloé étant exposée, c'est le carnage. Tapé et Song Si-pu plongent depuis les hauteurs, se joignant à l'assaut pendant que Jake continue de canarder au sol. Pris de court et frappé de tous les côtés, Chloé ne peut qu'encaisser, le visage déformé par la douleur et la surprise. L'attaque ultime du robot consiste littéralement à balancer Song Si-pu droit sur le méchant. Song Si-pu lâche un cri aigu, faisant une crise de nerfs et insultant Tapé pour sa façon de se battre sans aucun honneur. Quant à ce sans-gêne de Tapé, il se contente d'un sourire narquois, lâche un « crève » bien sec, et balance un rayon d'énergie dévastateur tout en faisant pleuvoir une grêle de balles sur Chloé. Leurs attaques font mouche. Le corps cybernétique de Chloé est criblé de dégâts, des éclats de ferraille déchirant son armure. Mais malgré l'ampleur des dégâts, un sourire tordu et confiant s'affiche sur le visage de Chloé. Il ricane, demandant s'il pensait vraiment que c'était tout ce qu'il avait dans le ventre. Il est loin d'avoir fini. Ce n'était qu'un avant-goût de ce dont il est capable. Gavant du combat, Chloé décide d'en finir. Il sort son arme ultime, tirant un projectile de son torse et leur criant de goûter à son IEM. L'appareil explose, libérant une onde électromagnétique massive. Tapé court-circuite instantanément, tandis que Song Si-pu et Jake sont paralysés par l'explosion. Chloé se tient fièrement au milieu de l'énergie crépitante, riant comme un dément. Il se vante que son IEM de qualité militaire va tous les transformer en tas de ferraille. Mais son rire s'arrête net quand une lame lui transperce soudainement le torse. Il regarde sa poitrine avec une incrédulité totale. Devant lui, absolument pas affecté par l'IEM, se tient Jake, qui a planté sa nouvelle lame en plein dans le cœur de Chloé. Agrippant Jake, Chloé hurle que c'est impossible. Personne ne peut résister à son IEM. L'explosion aurait dû griller n'importe quel système nerveux et laisser Jake à l'état de légume. D'un coup sec, Jake retire la lame, brisant le dernier espoir de Chloé. Alors que Chloé s'effondre, Jake le regarde avec des yeux froids et vides, révélant la vérité. Il n'a aucun système à griller. Il est une anomalie dans leur monde cybernétique. Une sorte de frénésie s'empare de Jake. Il saute sur Chloé au sol, le poignardant encore et encore, poussé par une envie primaire de tout détruire. À chaque coup, un sentiment de satisfaction dérangeant l'envahit, l'acte lui semblant terrifiamment familier et plaisant. Finalement, la transe retombe. Jake se redresse, haletant et couvert de sang. Il se rappelle la moquerie de Chloé, troublé par ses propres gestes. Il regarde sa nouvelle main ensanglantée, un sentiment de finalité sombre l'envahissant. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit. Il se demande pourquoi tuer lui semble si naturel, si fluide, comme s'il l'avait déjà fait des milliers de fois. Au milieu du carnage, Jake se demande pourquoi les antidouleurs ne font rien. La douleur est toujours insupportable. Alors que Tapé et Song Si-pu s'approchent, le robot lâche une vérité brutale. Les médocs n'y sont pour rien. Le corps de Jake a juste encaissé beaucoup trop de dégâts et a atteint sa limite absolue. Un instant plus tard, Song Si-pu a déjà repris son rôle de streamer joyeux, annonçant à ses viewers qu'il est de retour après être mort un petit moment et que le live reprend. Il rigole du fait que son cœur a été percé, se vantant d'avoir survécu au désastre et disant qu'il va bien maintenant. Il se lance ensuite dans un speech de vente pour ses nouvelles prothèses, frimant devant ses viewers pendant que Jake et Tapé le regardent, complètement dépassé. Jake finit par craquer. Il ordonne à Song Si-pu de couper son live. Étonnamment, le streamer hausse les épaules et s'exécute. Une fois le live coupé, Song Si-pu désigne les décombres autour d'eux et dit « C'est vous les chefs ». Mais le court moment de calme est brisé par un boucan d'enfer venant du ciel, faisant sursauter Jake. D'énormes projecteurs percent la pluie, éclairant le champ de bataille alors qu'une nouvelle présence massive se manifeste. Jake lève les yeux, choqué, se demandant quelle nouvelle menace vient de débarquer. Des drones descendent d'un vaisseau colossal, annonçant que la zone appartient à la Gaofeng Technology Company. Le groupe est identifié comme des intrus illégaux et reçoit un ultimatum glaçant. Barrez-vous d'ici 1 minute, ou vous serez exécuté selon le protocole des autodéfenses de la boîte.
Un compte à rebours de 60 secondes démarre. La panique s'installe alors que d'autres charognards cachés dans les débris tentent de s'enfuir, pour se faire flinguer sans pitié par les drones de l'entreprise. Jake essaie toujours de percuter ce qui se passe alors que le décompte mortel continue. Song Si-pu l'attrape, lui hurlant de se réveiller et de courir pour sa vie. Mais il n'y a nulle part où aller. Les drones envahissent le ciel, le décompte défilant sans relâche. 33 secondes. Jake fait un pas lourd, son corps hurlant de douleur. Il est à bout de force, ses blessures le rattrapent enfin. Il ne peut plus avancer. 3 secondes. L'hémorragie à son épaule s'aggrave. 2 secondes. Son corps a totalement lâché. Jake ne peut qu'observer, le visage marqué par une acceptation sombre alors que le chrono arrive à son terme. 1. Le monde est plongé dans une lumière rouge menaçante alors que le dernier chiffre s'affiche. Le jugement automatisé est tombé. Le temps est écoulé. Le décompte terminé. Un drone annonce qu'en vertu de la loi sur les entreprises, ils sont sur une propriété privée, et la boîte va maintenant entamer une autodéfense à responsabilité illimitée. Le capteur optique du drone brille d'un rouge vif, ses armes se verrouillant, prêtes à l'exécution. Jake serre les dents, refusant de mourir sans se battre. Dans un dernier cri de défi, il lâche une rafale sur les machines corporatistes. Mais c'est foutu. Il est encerclé. Le désespoir s'installe alors qu'il réalise qu'il n'y a pas d'issue. Tout autour d'eux, les canons des drones chargent, se préparant à lâcher un dernier barrage mortel. Même les calculs de taper n'offrent aucun espoir, son écran affichant un pronostic sombre, taux DE survie 0%. Mais juste au moment où les drones allaient faire feu, une silhouette s'interpose devant Jake. C'est Song Si-pu. Il se tient face à l'essaim de drones, lève la main et hurle de toutes ses forces. « J'ai du fric !» Jake et Tapé restent cloués sur place, totalement ahuris par ce revirement de situation. Avec un geste théâtral, Song Si-pu sort une carte de crédit, déclarant qu'il nous achète du temps et râlant qu'il doit toujours jouer les héros. Un drone descend direct pour scanner la carte, sa voix robotique annonçant que la transaction est acceptée. L'ordre d'exécution est annulé. Le drone demande poliment à elle, utilisateur payant, de quitter les lieux dans le temps imparti. Song Si-pu se tourne vers les autres et leur dit de se manier. Il n'a acheté que 3 minutes. Jake n'en croit pas ses yeux, incapable de piger ce qui vient de se passer. Il demande, juste leur donner de l'argent, ça marche. Il regarde les cadavres des autres charognards qui se sont fait descendre sans pitié et demande pourquoi les drones n'ont pas fait pareil pour eux. Song Si-pu donne une réponse d'une simplicité glaçante. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il presse à nouveau Jake de bouger. L'esprit de Jake s'emballe en regardant les morts. Il se pose une question horrible. Si t'as pas de fric, tu mérites de crever. En enjambant un cadavre déchiqueté, la logique brutale de ce nouveau monde le frappe. Oui. À cette époque, si t'as pas de fric, tu mérites de crever. Une vague de rage et de dégoût l'envahit. Il serre le poing, maudissant la réalité cruelle dans laquelle il a atterri. Il frappe le sol de son poing, ses articulations craquant contre les décombres, submergé par la colère face à ce cauchemar dystopique. Sa rage consumée, une seule pensée résonne. Au moins, pour l'instant, ils s'en sont sortis. Le moment est de courte durée, car Song Si-pu relance direct son live. Il vante la bataille épique à son public, puis se plaint de tout le fric qu'il a dû dépenser, suppliant ses viewers pour des dons. Jake lui saute au visage, lui demandant pourquoi diable il n'a pas appelé un médecin plus tôt. Le streamer a l'air bête une seconde avant de lui sortir une évidence. Ils étaient en pleine zone de guerre, et aucun service médical ne serait assez dingue pour venir ramasser leurs cadavres. Alors que leur transport arrive, Song Si-pu explique la dernière leçon brutale de ce monde. Les centres de soins sont des entreprises faites pour le profit, pas pour sauver des gens. Ils n'iraient jamais risquer leurs plumes dans une zone de combat sans garantie de rentabilité. La dernière chose que Jake voit est le plafond stérile d'une salle d'opération. Des silhouettes masquées avec des visières vertes luisantes le regardent de haut, leur voix annonçant que la zone est sécurisée et que le sauvetage peut commencer. Il a échappé aux gangs et aux drones, pour finir sur la table d'opération d'une autre multinationale.